Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui ainsi que des formidables intervenants autour du sujet MBO-MBI quand les managers deviennent repreneurs. Alors, je vous propose peut-être de commencer par un tour de table et on commence pourquoi pas par Anne-France, donc qui est associée chez Signadil. Oui, je suis associée chez Synadil depuis, 2013 avec Olivier Lara. Donc Olivier Lara qui a créé Vagram Conseil qui est devenu depuis en 2020 Synadil et nous avons 2 expertises. Olivier a le côté, M&A et moi j'ai le côté, coaching des dirigeants qu'on accompagne. Merci beaucoup. Tristan Henner. Bonjour. Eh bien, en 2018, j'ai repris une société constituée de plusieurs ateliers, c'était plusieurs entreprises, des ateliers de confection. Et donc aujourd'hui, je suis façonnier et dans la couture, donc pour les grandes maisons de mode parisiennes et quelques-unes internationales. Et donc je fabrique leurs collections, leurs défilés, leurs prêt-à-porter, des commandes spéciales, voilà. Et on reviendra sur votre parcours et ce passage, je crois, du retail à la haute couture. Donc, ce Voilà, sera c'est très ça. intéressant de revenir dessus et sur cette opération. Bruno de Cambière. Oui, bonjour. Moi, je préside la société XO dans le sud de la France. Donc, XO a été créé en 2011, a pris son indépendance. C'est-à-dire l'équipe de management a racheté les titres auprès des actionnaires et donc une société de gestion totalement indépendante qui gère un peu plus de 750 millions aujourd'hui. Un MBO dans le LBO. Exactement. Merci beaucoup. Denis Couderchet. Bonjour, Denis Couderchet. Je m'occupe de la direction grande entreprise et ingénierie au sein de la Banque Populaire Rive de Paris. J'anime des experts d'ingénierie qui couvrent tous les besoins des entreprises, des PME, et notamment des activités de corporate finance qui comprennent donc du private equity avec un fonds qui s'appelle Rive Croissance, qui gère 80 millions d'euros de fonds propres de la banque, investis dans les entreprises de notre territoire, et puis également des équipes qui font des opérations de leverage finance, plutôt côté dette, et puis également toute une, je le disais, une ribambelle de métiers dédiés aux entreprises. Avec vous, vous m'en parliez en préparant cette émission, 5-6 dossiers par an, c'est ça? 5-6 dossiers par an côté private equity, donc côté Rive Croissance, et puis beaucoup plus de dossiers côté Bien, financement structuré. bien évidemment, bien évidemment. Merci donc à tous les quatre d'être avec nous aujourd'hui. Alors, pour introduire ce sujet, finalement, à l'heure où, on le sait, les opportunités de reprise vont très certainement augmenter, que ce soit par rapport à la situation liée au Covid dans les entreprises, par rapport à ces sociétés zombies dont on entend souvent parler, et surtout aux besoins de financement qui vont survenir dans le cadre de la relance de l'activité de ces sociétés. On va avoir un besoin de reprise, des opportunités de reprise qui vont grandir. Pensez-vous, chers intervenants, que la culture de la reprise est forte en France? Y aura-t-il, en cette période à venir, des managers qui souhaitent sauter le pas et pourquoi? Peut-être sur cette première question, Denis, justement. Oui, historiquement, il y a toujours beaucoup de managers qui sont à la recherche d'entreprises, que ce soit des managers qui sont déjà dans l'entreprise et qui souhaitent ensuite reprendre l'entreprise à un fondateur ou à un actionnaire historique. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, management buyout, donc des gens qui sont déjà à l'intérieur de l'entreprise qui vont reprendre cette entreprise auprès d'un cédant. Et puis des managers qui viennent de l'extérieur, qui sont soit d'anciens directeurs de business unit de grandes structures, soit d'anciens dirigeants qui ont déjà cédé et qui souhaitent reprendre une nouvelle entreprise, qui là, pour le coup, vont rentrer dans l'entreprise. Donc là, on parlera de management buy-in. Donc historiquement, il y a toujours beaucoup de repreneurs qui souhaitent reprendre des entreprises en France. Anne-France, votre avis peut-être sur cette question de la culture, de la reprise en France, sur les premiers défis à relever sur ce type d'opération? Alors, concernant la reprise, en fait, ce qu'on peut constater, c'est que, déjà l'esprit d'entreprendre se développe beaucoup en France et ça, c'est depuis quelque temps, hein. Je veux dire avec les startups, avec, les formations qui se mettent autour du côté entreprendre, font qu'il y a un esprit qui se développe fortement sur, le côté entreprendre. Après, la reprise en elle-même, c'est des profils qui sont différents des créateurs. Par contre, En quoi, par exemple? alors un créateur, il a des idées, il a envie de mettre ses idées en place, il a envie de réaliser ce qu'il a dans la tête. Un repreneur et peut-être que Tristan pourra en parler, mais un repreneur, c'est quelqu'un qui sait, sur une base, développer et amener une société vers une étape différente et ça, généralement, ce sont des gens qui ont déjà une expérience,
notamment dans les groupes où on les pousse beaucoup par des formations, par des coachings, etc., à développer ce côté entreprendre. Et comme ils développent ça de plus en plus, à un moment donné, ils ont envie de se mettre à leur compte. Ils ont envie de devenir leur propre chef. Donc c'est vrai que le côté reprise d'entreprise se développe de plus en plus en France, je pense. Merci beaucoup. Bruno, même lecture. Oui. Vous voyez des repreneurs, vous avez des dossiers sur lesquels en MBI, des gens viennent vous voir pour chercher un sponsor, pour aller gagner un dossier avec vous? Oui, 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 nous voyons depuis de longues années, hein, nous traitons à peu près 10 opérations par an en transmission. Donc c'est un exercice très complexe dans lequel on doit s'assurer qu'il y ait une bonne adéquation entre la cible et les capacités managériales des nouveaux entrants ou des cadres d'entreprise qui vont reprendre leur destinée en main, aux côtés du fondateur, qu'il soit fils de famille, enfant de famille ou cadre. Voilà, donc oui, c'est un exercice qui est une aventure, une nouvelle aventure, parce que tant qu'on est derrière le fondateur, tout se passe bien, mais le jour où on prend en main les rênes, c'est autre chose. Le MBO, MBI chez XO, c'est quoi? 50% du temps, 30% du temps? C'est 90% de nos Ah oui, opérations, c'est du MBO. d'accord, ok. Et alors, vous me disiez, une question centrale en marge de trouver, ou en tout cas d'avoir le repreneur et le projet en face, c'est la question du timing, vous me disiez, Bruno, qui Oui. est un élément central sur le fait qu'effectivement, il y avait une inertie, quelque chose à mettre en place avec l'acceptation en interne et ainsi de suite. Oui, il y a dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a beaucoup de pudeur chez les chefs d'entreprise euh, qui n'osent pas déjà mettre à l'encan son entreprise, hein, par souci de confidentialité. Il a peur d'effrayer ses cadres, il a peur d'effrayer ses fournisseurs, ses clients. Donc voilà. Donc il veut traiter ça de façon la plus confidentielle possible. Et pardon, c'était quoi la question? C'était la question du timing, justement. Donc, vous me disiez, c'est pas parce qu'on le décide que ça se passe, Oui, le exactement. MBO, MBI. Exactement. Il n'y a pas d'âge pour transmettre. On a des entrepreneurs qui réalisent plusieurs opérations successives avant de passer complètement la main à leur cadre. Et je crois que c'est une bonne chose, c'est un bon filet de sécurité. Euh, voilà. Parfait. Au niveau du timing, moi, je voudrais juste te dire, en fait, ce qu'il faut avant tout pour déclencher le timing de la session, de la transmission, c'est que le dirigeant lui-même ait fait le pas de se dire, demain, j'arrête de me lever pour aller diriger ma boîte et j'ai envie de faire autre chose. Tant que ce tilt n'est pas passé, on a énormément de mal à travailler la transmission avec eux. Et nous, on le voit, hein, je veux dire, quand on a des contacts avec des dirigeants pour savoir s'ils vont céder, s'ils n'ont pas commencé à mûrir sur demain, je ne suis plus à la tête de ma boîte et je vais faire autre chose, ils ont énormément de mal à penser transmission. Et vous allez retrouver des dirigeants à 75 ans qui vous disent oui, oui, moi je vais transmettre, c'est hyper important que je transmette, et qui n'arrivent pas parce que demain, quand ils vont se lever, s'ils n'ont plus la société à diriger, mais qu'est-ce qu'ils font de leur vie? Donc il faut qu'il y ait quand même ce déclenchement. Une fois que ce déclenchement est fait, après on peut commencer à voir si ça va être du MBO ou du MBI. Mais il faut déjà que dans la tête du dirigeant, il y ait ce pas de dire ok, demain je vais m'occuper d'autre chose, je vais faire autre chose, j'ai d'autres projets que ma société. Et si ça, c'est pas la base, et si elle n'est pas là, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça passera pas, hein. C'est possible dans un MBO ou un MBI de garder le dirigeant historique quelques temps, quelques mois, quelques années en plus. C'est quelque chose qui est à recommander ou au contraire, il faut préparer une transition plus nette. Ah bah, ça va dépendre de la personnalité du dirigeant, mais je veux dire, après, c'est bien qu'il y ait différentes étapes, hein, aussi bien si c'est un dirigeant entrant ou un dirigeant en interne. Mais ce qui est important, c'est de savoir s'il est prêt à ne plus piloter sa boîte. Après, que ça soit une transmission qui se fasse sur 6 mois ou sur 3 ans, s'il est prêt à plus piloter sa boîte, oui. Et au contraire, quand il est là à bord, c'est pas mal aussi, hein. Mais il faut bien valider ça, parce que sinon... Je dirais c'est plus sécurisant pour l'environnement que ça se fasse progressivement. Hein, ça peut se faire en 2 étapes. Hein, transmission du savoir, du pouvoir, du capital. Donc ça, c'est notre métier, hein, l'ingénierie qui se passe autour. Mais Le rôle du fonds ne s'arrête pas à l'ingénierie non, dans ces non, moments-là. on n'est pas que pourvoyeur de fonds. Hein, c'est-à-dire on examine effectivement beaucoup de CV, on passe beaucoup de temps sur les rouages de décision, comment se prennent-ils, les arcanes, qui a réellement le savoir, la recherche, le savoir des fournisseurs, enfin, tout cet ensemble assez complexe dans l'entreprise qui font que on a un petit groupe de managers ou un leader qui va s'imposer et entraîner derrière lui une équipe, crédibiliser son projet et assurer la pérennité de l'entreprise. Hein, donc
c'est vraiment plusieurs étapes successives. Alors effectivement, le fondateur peut être un rouage essentiel dans cette courroie de transmission. Parfois, ça se passe très bien dans le temps, 2-3 ans, et d'autres fois, c'est très court parce que les gens ne supportent plus de plus être le leader, hein. Voilà, donc ça, il faut être prêt à relever le défi. Denis, peut-être avant de passer à l'histoire et au case d'Abbé Couture avec Tristan, vous qui du coup voyez plusieurs opérations par an, vous avez forcément plus d'expérience que ce manager, cette patronne, ce patron qui, à la fin de sa carrière ou au milieu, pour une première fois, va céder. Comment on désangoisse le moment? Comment est-ce qu'on le prépare? Comment est-ce qu'on le rend plus lisse? Alors ça dépend le moment pour le cédant ou pour celui qui reprend. Comment le rendre plus lisse, le moment, je pense que, comme le disait tout à fait, Anne-France, il faut qu'il soit prêt dans sa tête justement à céder. Donc c'est un process souvent itératif, c'est considérations personnelles qui vont entraîner plutôt ensuite des décisions professionnelles, en l'occurrence sur son patrimoine professionnel quand il souhaite céder. Le rendre lisse, c'est le mettre, je dirais, dans les meilleures conditions pour donc le cédant pour sortir, mais ça, c'est à lui de faire ce travail personnel sur le fait qu'il est prêt à laisser la main et à faire autre chose, à avoir d'autres, je dirais, d'autres centres d'intérêt ensuite que son entreprise, qui en général prend quand même une grande place dans sa vie, à la fois personnelle et puis professionnelle, c'est évident. Celui qui reprend, il faut le mettre dans la meilleure configuration possible. Ça passe par de l'ingénierie financière, notamment pour lui assurer qu'il aura, je dirais, les meilleures ressources à disposition sur une typologie de montage qui lui correspondra bien, un montage qui sera plus ou moins agressif suivant la version qu'il peut avoir là-dessus. Et puis ensuite, c'est savoir s'entourer, mais c'est souvent une histoire d'entourage, donc c'est avoir les meilleurs conseils autour de lui au moment où il va faire l'opération, et puis les meilleurs conseils, c'est-à-dire les avocats, les conseils M&A comme Signadil, les meilleurs fonds comme XO, comme d'autres, et puis ensuite les meilleurs banquiers pour la deuxième grande ressource qui va être utile pour lui pour acheter la société. Ensuite, c'est savoir s'entourer, c'est ce que disait tout à fait Bruno, avoir l'équipe autour de lui qui va lui permettre de mener à bien le projet. Là, on pourra distinguer deux cas. Il y a le MBO, où en général, le dirigeant est déjà dans l'entreprise, donc il connaît déjà l'équipe qui est autour de lui. Donc ça, en général, ce sont des opérations qui sont quand même un peu moins risquées que des opérations où c'est un dirigeant qui rentre. Et puis quand c'est un dirigeant qui rentre, bah, c'est s'assurer effectivement qu'il y a un cédant qui va l'accompagner. Pas forcément trop longtemps, parce qu'à un moment donné, il faut que les gens dans l'entreprise, il faut que les collaborateurs sachent qu'il y a un nouveau patron et que c'est lui qui dirige. Au sens patron, c'est un nouveau guide, un nouvel animateur des équipes. Et donc, c'est voilà, savoir s'entourer, avoir des people autour de lui qui vont l'aider dans son projet de développement ou de pérennisation de l'entreprise. Donc réunir la Dream Team et puis évidemment faire ce travail sur le MBI pour mettre en situation de succès celui qui arrive. Et on y Tout reviendra à fait. puisque avec Anne-France, puisqu'effectivement Signadil est un cabinet en fusion-acquisition 100% dédié à l'achat. Donc vous les accompagnez très souvent sur ces sujets. On y reviendra juste après. Peut-être, Tristan, Abbé Couture, une opération que vous avez menée d'ailleurs de pair avec Anne-France et le cabinet Signadil. Vous venez du monde de la grande distribution, je crois, on reviendra là-dessus aussi ensemble. Vous décidez de sauter le pas, de faire l'acquisition, de devenir le patron, on en parlait à l'instant, d'Abbé Couture, société donc de manufacture plutôt orientée haute couture, si on comprend bien. Quelle est la genèse de cette opération? Euh, la genèse a beaucoup été l'envie de faire autre chose. À un moment donné, moi j'ai beaucoup fonctionné par cycle professionnel. J'ai eu une première partie de vie professionnelle très riche, où j'ai travaillé, où j'ai eu des sujets en France, sur l'international, plusieurs années d'expatriation, donc des cycles qui m'ont beaucoup marqué. Et puis à un moment donné, en l'occurrence c'était autour de mes 48 ans, un peu moins de plaisir dans ce que je faisais, envie de vivre autre chose professionnellement, un bon alignement aussi professionnel et personnel pour la famille, parce que c'est un enjeu familial à un moment donné d'embarquer finalement toute la famille sur ce type d'aventure. Et donc la reprise d'une société m'a semblé une bonne piste, et c'est là où des cabinets comme Signadil sont très utiles, je dirais. C'est que c'est pas seulement nous accompagner techniquement sur
trouver la bonne société, trouver son financement, tout cet aspect un peu structurant, c'est aussi nous permettre de bien réfléchir pour mûrir le sujet. Et puis finalement ensuite le laisser éclore et trouver la bonne piste qui va nous donner à nouveau du plaisir sur les 15-20 prochaines années. C'est ça l'enjeu. Anne-France, comment vous avez, à quel moment vous êtes-vous rencontrés avec Tristan, à quel moment de l'opération? C'était vraiment en amont? Il avait déjà identifié une cible? Vous l'avez accompagné là-dessus? Alors, Tristan, on s'est rencontrés tout au début. Oui. Il est venu nous voir quand j'avais fait la formation, je crois, CRA. Je n'ai pas fait la Vous n'avez formation pas fait la CRA, formation CRA. mais, C'était un autre dirigeant. mais Mais je non, l'ai non, appris la c'était, tous. c'était au début. C'était même je peux le dater, c'était autour de mars-avril 2017. Et vous étiez tout au début de votre réflexion de reprise. Et j'étais tout au début absolument. Et là, effectivement, le secteur n'était pas clair. Non. Et donc, et Tristan avait senti ce besoin d'être accompagné dans son projet de reprise. Ce que je crois, c'est que peu importe ce que l'on entreprend, il faut le faire de façon sérieuse, professionnelle et structurée. Donc, dans les grands groupes, on est habitué à des chiffres qui s'écrivent en millions, centaines de millions, parfois milliards. On est avec de puissantes organisations juridiques, bancaires, de conseils en organisation, etc. C'est pas parce qu'on est dans cet environnement-là que tout d'un coup, on va reprendre une PME de quelques dizaines, centaines de personnes qu'il faut être moins sérieux dans la démarche. Et il faut prendre des cabinets, conseils, qui savent travailler sur ce type de périmètre, qui sont différents, sur lequel l'humain est beaucoup plus important, on est beaucoup moins intellectuel, on travaille beaucoup plus entre le cerveau et le cœur, là où dans les grands groupes, les opérations de M&A sont purement cérébrales, la dimension humaine du patron, de l'historique est beaucoup plus faible, elle n'est pas totalement nulle, mais elle est beaucoup plus faible. Et donc, ça m'a paru important parce que pour moi, c'était quand même un nouvel univers en termes de taille, d'être accompagné par un cabinet qui avait l'habitude de ça et qui répondait à un certain nombre de critères qui étaient importants pour moi. Donc, on s'est rencontrés tout au début du projet. Et donc, Ça répond à- et voilà. Et donc, vous avez réussi. mieux. Voilà, mais c'est très bien. C'est mieux qu'à la fin. Après une formation. Et, donc, suite à votre rencontre, vous avez aligné donc vos enjeux, on va dire, le projet avec tous les enjeux derrière financiers, on va dire, de process assez classiques dans les fusions-acquisitions. Et le cœur, vous en parliez, c'est ce qui vous a permis du coup de sauter le pas, d'y aller ensemble. Comment se déroule les 2-3 semaines, ou on va dire les quelques mois de reprise, donc sur le process, et les quelques mois qui le suivent, une fois que vous avez réussi à faire l'acquisition de cette entreprise? Alors, le premier mois est très important. Moi, j'ai eu en l'occurrence une transition qui était de 6 mois au total, 3 mois plein temps, suivi de 3 mois à mi-temps. C'était organisé comme ça. Le premier mois est très important. Il y a d'abord tout le travail que l'on va faire en interne dans l'entreprise. Donc, on va rencontrer tous les salariés ou une grande partie des salariés. On va passer beaucoup de temps avec l'encadrement. On va passer également beaucoup de temps avec le cédant qui va nous expliquer la mécanique de l'entreprise, son mode de fonctionnement, sa façon de voir et de gérer l'entreprise. À ce stade-là, en tous les cas pour ma part, je n'étais absolument pas dans la projection de qu'est-ce qui est bien, pas bien. Il faut vraiment être une éponge, prendre les éléments comme une information brute et surtout ne pas la traiter pour aller jusqu'au bout du processus. En interne, le dernier point que j'ai vécu et qui est important à mon avis, c'est de faire un tour d'entreprise. Donc il faut faire un peu le vie-ma-vie, aller dans le détail, passer du temps avec tous les salariés qui sont dans le processus organisationnel de l'entreprise à des fonctions clés, charnières, pour bien comprendre comment ça marche dans le détail. Parce qu'on n'aura plus le temps d'y re-rentrer une fois l'opération, plusieurs mois passés. Donc c'est vraiment au début
qu'il faut faire cet exercice-là. Ensuite, avec l'externe, ben, c'est évidemment les clients. Il faut qu'il y ait une rencontre des clients et il faut qu'il y ait une alchimie qui se crée. Au départ, on ne parle pas contrat, il faut créer l'alchimie. Et à l'extérieur aussi, dans mon cas, ça a été de rencontrer mes confrères slash concurrents. Moi, je préfère parler de Qui confrères. vous ont accueilli avec bienveillance? Et oui, absolument. Très bon accueil, en l'occurrence. Très bon accueil, sympathique. Comme je changeais d'univers sectoriel, j'avais absolument aucun réseau. Et donc, comme je crois que c'est plutôt important de travailler en bonne intelligence, ça me semblait une étape importante. Et puis, il y a un dernier point aussi, à mon avis, sur le premier mois qui s'imprime assez vite, c'est notre style de management. Et ça, les salariés sont assez sensibles à ça. Ils détectent assez vite. Il y a un sixième sens que tous les salariés ont, que ce soit l'encadrement ou en dehors de l'encadrement, sur quel type de manager on est, sur notre façon d'être, sur notre façon de s'adresser à eux. Et ça, c'est important aussi d'être attentif à ça pour donner les bons signaux et ne pas se tromper sur les signaux. Merci beaucoup, Tristan. Peut-être une question sur le timing dont on avait parlé tout à l'heure sur un autre sujet. Vous nous dites avoir rencontré la partie client et pourquoi pas fournisseur et concurrent dans le mois qui suivait l'opération. Donc ça veut dire, mais pour parler aux autres potentiels repreneurs qui vont nous écouter, qui nous écoutent, on rencontre toutes ces personnes-là après l'opération. Il n'y a pas de timing ou de momentum, on peut les rencontrer un peu en amont pour savoir un peu ce qu'on achète finalement. Ouais. Alors, moi, je pense que dans un contexte idéal, c'est probablement un vrai avantage de pouvoir rencontrer l'encadrement, de pouvoir comprendre un peu le contexte avant de signer l'opération. Dans mon cas, ça n'a pas été possible. Donc, après, c'est toujours une prise de risque que l'on évalue et je dirais conjointement avec le fonds d'investissement qui va être mon partenaire dans cette opération-là, avec les bons conseils de Signadil, bah, de savoir si on est raisonnable dans la prise de risque ou de savoir si on est déraisonnable. La chose qui est certaine, c'est que de toute façon, quand on reprend une société, le risque zéro n'existe pas. Donc, il faut accepter à un moment donné, dans un contexte d'incertitude, de se dire ben, j'y vais quand même. Puis voilà. C'est l'envie qui l'emporte. Non, c'est pas que l'envie, c'est bien sûr l'envie, mais à nouveau, on fonctionne avec la tête et le cœur. Donc le cœur, parce qu'on a eu de nombreux mois de travail, il y a eu une due deal, il y a eu une construction de mode de financement, il y a eu énormément de choses. Mais à un moment donné, il faut signer. Et on a construit notre opinion par rapport à ce que l'on avait. Si on estime que notre prise de connaissance est suffisante pour aller de l'avant, ben, je crois qu'il faut le faire, il ne faut pas tourner autour du sujet. Soit on pense que c'est insuffisant, et dans ces cas-là, il faut négocier un peu plus d'informations pour pouvoir enrichir le dossier. Mais à nouveau, l'information parfaite et le risque zéro n'existent pas. Et alors, dans cette aventure, vous avez des actionnaires historiques, vous avez un partenaire financier qui vous soutient. Quelle relation avec eux alors, du coup, dans le cadre de cette opération? Comment ça s'est passé et du coup, comment vous avez trouvé votre sponsor? Alors, grâce à Signadil, moi, j'ai eu l'opportunité de rencontrer beaucoup de co-investisseurs potentiels. Ça a été des moments d'échange très, très riches d'ailleurs qui permettent de nous-mêmes progresser et d'enrichir le dossier parce que beaucoup de questions externes auxquelles on n'avait pas pensé. Plusieurs cerveaux sont toujours plus intelligents qu'un très très gros cerveau. Donc une intelligence collective très efficace. Après, moi j'aurais tendance à dire que c'est une histoire d'homme, c'est-à-dire qu'il y a un vrai contact qui s'établit, il y a à nouveau ce lien non définissable qui se fait. On est bien avec certaines personnes, on a eu un bon échange, ça a été réciproque. Et puis, progressivement, les choses se construisent, avancent comme ça. Moi, je crois en tous les cas qu'avec un fonds d'investissement n'est pas un pourvoyeur, n'est pas que un pourvoyeur d'argent. Un fonds d'investissement est un partenaire qui est d'ailleurs
dans bien souvent des cas, le propriétaire majoritaire de la société, il ne faut pas l'oublier, hein, c'est souvent sont des actionnaires majoritaires. Moi, je crois qu'il faut être vraiment dans la transparence, c'est un élément très important. Il faut être dans l'échange et il faut être dans la disponibilité. Donc, le fonds d'investissement est copropriétaire d'une entreprise. C'est pas lui qui en a la gestion, mais évidemment, il a toute légitimité d'avoir des informations. Et ces informations ne sont pas là pour surveiller ce que l'on fait. C'est pour savoir dans quelle mesure il peut nous poser les bonnes questions, comment il peut nous aider, comment il peut. Et je trouve que c'est très utile au quotidien parce que quand on a le nez dans le guidon, c'est intéressant d'avoir un avis extérieur qui est souvent benchmarké d'ailleurs par une grande connaissance que les fonds peuvent avoir du secteur, de leurs investissements parfois très variés. Et donc, c'est une source de grande richesse. Merci Tristan. Bruno peut-être et évidemment Denis, sur ce sujet de la gouvernance avec les patronnes et les patrons qui sont dans les boîtes dans lesquelles vous investissez, comment vous l'organisez, comment vous gérez ce partenariat dans la durée pour faire en sorte que on va dire Co-construire. voilà, que d'un co-investissement, on en vienne à la co-construction. Oui. Effectivement, comme le disait Denis, les managers des entreprises dans lesquelles nous investissons, que nous soyons minoritaires ou majoritaires, c'est quand même bien eux qui ont l'expertise. Donc, s'il y a une erreur de casting, elle vient de notre propre analyse en amont qui n'a pas été bien construite. Donc, à partir du moment où on fait confiance réciproque entre managers et investisseurs, il ne faut pas être dans le directionnel, on est plutôt à l'écoute, on est dans la relecture avec eux de ce que l'on nous donne comme information. Effectivement, on fertilise les expériences qu'on a eues ailleurs sur d'autres dossiers, mais au quotidien, les décisions se prennent par les managers. Il n'y a pas de fond. Voilà, nous, on a... Et puis, c'est impossible, on est des petites équipes. Vous voyez, chez XO, on est 20 personnes. On gère, on a un peu plus de 60 participations. Ce serait bien prétentieux de dire qu'on est au courant de tout ce qui se passe dans toutes les participations. Donc, il y a bien une courroie de transmission sur lequel qui a l'expertise, qui a une bonne partie du savoir et qui entraîne ses équipes. Voilà, ensuite, nous, on est là dans l'analyse du reporting. Effectivement, les bonnes pratiques, éviter de prendre des décisions hâtives ou d'investissements qui pourraient compromettre l'avenir ou de mauvais recrutements. Mais voilà, on est dans cette réflexion évolutive et en backup, je pourrais dire. Non, peut-être pour compléter, la gouvernance va être différente suivant la typologie de fonds qui va rentrer, un fonds major, un fonds minot. Dans la gouvernance, il y a plein d'aspects. Il y a un aspect informationnel, un aspect de communication de chiffres. Et puis ensuite, il y a les grandes décisions. Quand c'est un fonds majoritaire, il y a plus de grandes décisions qui vont être soumises à l'approbation, entre guillemets, de ce fonds majoritaire, même si la gestion reste toujours l'affaire des opérationnels de la société, du dirigeant qui reprend. Et puis en minoritaire, il va y avoir moins de grandes décisions, mais uniquement certaines qui peuvent être soumises, par exemple un changement d'objet, une grande croissance externe, la réalisation d'un investissement important ou ou je le disais, d'une croissance externe voilà, importante, majeure. Donc la gouvernance va s'orchestrer autour de ça. Mais essentiellement, ça va être une relation humaine entre des hommes, des femmes et d'autres hommes, d'autres femmes, en l'occurrence des managers. Et donc, c'est tout cet accompagnement-là qui va être fait par le fonds. Je dirais dans un accompagnement qui va être plus un accompagnement de moyens, d'accompagnement je dirais, de donner de la sérénité sur pas mal d'aspects, dans les décisions qui vont être prises par le dirigeant. À la fin, de toute façon, ce sera le dirigeant qui prendra les décisions pour sa société. Je pense que ce qui est important de dire, c'est que le sujet sur lequel on parle aujourd'hui, on est dans le small cap, ce qui n'a rien à voir avec le mid cap. Et souvent, les gens, et notamment les managers qui viennent nous voir, eux, ils ont, comme les fonds d'investissement, ils ont comme référent les mid cap, parce que c'est ce qu'ils ont côtoyé pendant leur parcours professionnel. Et le mid cap n'a pas du tout la même culture que le small cap. Le small cap, c'est ce que disaient Denis et Bruno, c'est des fonds qui sont près du dirigeant et qui font confiance au dirigeant. Et c'est le dirigeant qui gère la boîte. Et eux, ils sont là en backup, ils sont là pour redonner de l'information
par rapport à l'information qui est remontée, voir comment ils peuvent intelligemment réfléchir avec leurs dirigeants. Donc c'est vraiment un environnement qui est plutôt, et Tristan peut peut-être en parler bien là, c'est un environnement qui est très accompagnant, parce que tout le monde va vers le même objectif, en sachant que le dirigeant, pour ces fonds-là, ces fonds small cap, est primordial. Donc tout le monde est autour du dirigeant, et tout le monde forme une équipe autour du dirigeant de réflexion stratégique, ce qui n'a rien à voir avec le mid cap. Donc ça, c'est important de bien dire qu'on est vraiment dans une culture small cap, très différente de ce que vivent les dirigeants quand ils sont dans des groupes avec des fonds de mid cap ou de big cap. Ce qu'on peut peut-être rajouter aussi, c'est que le dirigeant doit bien se renseigner sur les partenaires qu'il va choisir au départ. Se renseigner, c'est se renseigner avec son conseil, avec Signadil, avec son avocat ou avec un avocat, mais se renseigner sur quel est le degré d'intrusion, parce qu'il y a certains fonds qui peuvent être un peu plus intrusifs que d'autres. Et donc, c'est toujours bien se renseigner sur, finalement, c'est un mariage avec quasiment un divorce annoncé, puisqu'on sait qu'en général, une opération va durer entre 5 et 7 ans. Et donc, il faut bien choisir son partenaire pendant cette période. Donc, il faut bien se renseigner sur qui on prend à ses côtés pour voilà, pour pas avoir de mauvaises surprises pendant la durée de vie du projet, qui peut avoir des hauts, mais qui peut avoir aussi des bas. Et donc, c'est dans ces moments-là qu'il faut qu'il y ait une entente qui soit très forte et que le choix au départ de choisir tel ou tel partenaire ait été fait sur les bonnes considérations, c'est-à-dire pas s'attendre à avoir un fonds qui ne soit pas intrusif si historiquement c'est un fonds qui est plutôt intrusif dans la gestion. Voilà, donc Et alors, Denis, on vous prend au jeu, on se prend au jeu, on vous prend au mot. je vous en prie. Si on devait résumer en une phrase, pourquoi est-ce qu'on va voir Banque Populaire Rive de Paris, alors que la concurrence est énorme chez les fonds de private equity et que tout le monde cherche de beaux actifs? Pourquoi est-ce qu'on vient vous voir, vous, finalement, en une phrase? Alors pourquoi on vient voir Rive Croissance, donc filiale à 100% de la Banque Populaire Rive de Paris? Pour avoir un partenaire en fonds propres bancaires, c'est-à-dire un partenaire qui va être un accompagnant dans l'opération, mais je dirais un accompagnant sans immixtion dans la gestion, Minoritaire? minoritaire exclusivement, qui va participer, je dirais, qui participe pas aux organes de gouvernance au sens propre du terme, c'est-à-dire conseil de surveillance ou conseil d'administration, mais qui va participer à un comité d'investisseurs trimestriellement et qui va partager, je dirais, les grandes options du dirigeant, les grands choix qu'il va faire, qui va pouvoir l'aider sur la mise en place d'indicateurs d'activité, de rentabilité, pour avoir un suivi qui soit optimisé, pour également préparer la suite, puisque quand une société est bien gérée et dispose d'un bon reporting, ça va aussi faciliter sa cession ou sa transmission le lendemain. Voilà, un partenaire engagé, proche. Ce sont voilà, les deux grandes valeurs, je pense, qu'on peut retenir pour Rive Croissance. Et Bruno, même question sur XO, où là, pour le coup, il y a du Majo aussi. Alors, XO, on est polymorphe, hein, il y a du Majo, il y a du Minot, il y a des bons projets. Le tout, c'est d'être bien aligné avec les managers ou les familles actionnaires. C'est d'être très en amont sur les dossiers. Donc, ça se prépare. On a la chance d'être en proximité, donc avec des bureaux en province. C'est chaque entreprise chez nous, dans notre portefeuille, est à moins de 2 heures de voiture. Ça paraît simple, mais c'est très efficace. C'est un métier d'offre, donc il faut être auprès des chefs d'entreprise pour leur proposer, les faire réfléchir sur ce que sera demain leur entreprise et quelles seront les meilleures équipes. Voilà. Et donc, dans cette construction, effectivement, le jour où il y aura une opération, ils viendront, on espère, plus naturellement vers XO. Le coverage régional est une force, à n'en point douter. On a beaucoup parlé de la partie, effectivement, opération, du partenariat, du pacte de confiance, on en parlait en préparant cette émission, entre les dirigeants et leurs sponsors. Mais être dirigeant, et là je me retourne évidemment vers Anne-France, reprendre une boîte, c'est une grande aventure. Finalement, il faut composer avec le regard financier, la connaissance opérationnelle de l'activité, trouver un secteur. Mais également et surtout une posture de leader, de dirigeant. Vous avez cette spécificité chez Signadil, en marge d'accompagner exclusivement à l'achat vos clients. Vous apportez une dimension de coaching sur la partie leadership, management, que finalement, je crois, de mémoire, aucune autre banque ne peut proposer sur le marché. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous les accompagnez sur ces aspects coaching et leadership? Alors, sur cet aspect coaching, comment on les accompagne? En fait, l'objectif, c'était de se dire, dans le milieu financier, dans le milieu M&A, on est très centré sur la structuration financière, alors que c'est une aventure, surtout en small cap, c'est une aventure humaine. Donc, si l'humain fonctionne bien,
derrière, les montages pourront être facilement mis en place et puis l'histoire pourra être belle. Donc, comment est-ce qu'on fait pour les accompagner? C'est déjà travailler avec eux sur la cible, quelle est la meilleure cible pour eux, en sachant que c'est des périodes où il faut ouvrir ses chakras au maximum. Parce que, alors nous, on part du principe, et je sais qu'il y a beaucoup de fonds qui sont très sectoriels, nous, on part du principe qu'il y a des passerelles entre secteurs et que si notre dirigeant a de l'appétence pour une cible qui n'est pas dans son secteur d'origine professionnelle, on va regarder pourquoi il a cette appétence, qu'est-ce qui l'attire avec ça et quelles sont les passerelles possibles. Donc on va travailler, et c'est ce qu'on a fait avec Tristan, quand il y a eu cette passerelle de la grande distribution vers le luxe, c'est de dire mais pourquoi est-ce qu'il y a cette attirance et qu'est-ce qu'il peut apporter avec sa grande distribution dans ce secteur du luxe. Et on fait ce travail-là avec eux et ensuite on va travailler toute la partie humaine. Et je dirais fondamentalement, nous, tous les repreneurs qu'on suit, on leur demande de travailler cette partie humaine. Tout ce qui est structuration financière, on est là, on est des experts, on peut les aider. Tout ce qui est négociation, c'est nous qui portons la négo pour que justement la relation humaine qu'il va mettre en place avec le cédant ne soit pas du tout touchée et polluée. Et puis, lui, il est là pour travailler cette relation humaine avec le cédant, permettre que la négociation se passe au mieux et surtout permettre qu'une fois que le cash closing est fait, l'accompagnement se passe au mieux. Parce que plus l'accompagnement se passe bien, meilleur est le succès. Alors, l'accompagnement peut, à un moment donné, tourner vinaigre parce que notre dirigeant il a envie de prendre sa place et puis il faut se faire sortir le dirigeant cédant. Mais si quand même la base est bonne, si la relation humaine est bonne, ça permet quand même de faire que la mayonnaise prenne dès le départ. Et pour que la mayonnaise prenne, justement, peut-être sur cette prise de poste, on va dire cette impulsion de son propre style de management, cette arrivée, il y a peut-être un ou deux ingrédients de votre recette du succès que vous pourriez partager avec nous ce matin, puisqu'encore une fois, les dirigeants et potentiels repreneurs nous écoutent. Alors, en fait, Tristan, il l'a bien dit, le premier mois, alors nous, ce qu'on leur conseille quand on va les accompagner sur ces premiers mois, le premier mois, c'est on ne fait surtout rien, on observe, on prend des notes. Alors moi, je leur demande de prendre un petit cahier et de noter tous les jours ce qui se passe, parce qu'en fait, on oublie. Au bout de 6 mois, on oublie tout ce qu'on a vu le premier mois, alors que le premier mois, comme on a un œil extérieur, il y a plein de choses qui arrivent en se disant, tiens, ça serait bien qu'on le modifie, ça, il faut que j'intervienne là-dessus, etc. Si on ne le note pas, 6 mois après, on oublie complètement parce qu'on a la tête dans le guidon et on reprend les habitudes qui sont en place. Donc le premier mois, c'est surtout ne rien faire et observer tout ce qui se passe, observer le dirigeant cédant parce qu'il est en train de donner la main, donc comment il fonctionne, etc. Et tranquillement se mettre dans les charentaises du dirigeant cédant pour, à un moment donné, pouvoir impulser son propre mode de leadership, mais d'une façon sereine et tranquille. Donc, voilà, je dirais c'est les 6 premiers mois où les choses vont se mettre en place et où le nouveau dirigeant va pouvoir donner son propre ADN. Mais c'est vraiment, il faut faire les choses tranquillement, il ne faut pas avoir de pression, il ne faut surtout pas vouloir aller vite. On a vu des dirigeants qui voulaient appuyer tout de suite sur le turbo, qui ont fait une multiplication dès la première année du chiffre d'affaires d'une façon folle, sauf que les équipes derrière, elles ne suivaient pas parce qu'elles n'avaient pas digéré le fait qu'il y avait un changement de gouvernance, et puis elles n'étaient pas du tout dans le process. Donc effectivement, la première année, les fonds d'investissement sont super contents parce que le chiffre d'affaires double, sauf que derrière, on se prend le mur parce que les équipes ne sont pas prêtes, parce qu'on a oublié de voir des choses, etc. Donc c'est surtout ne pas aller vite. C'est surtout prendre le temps, et Tristan l'a très bien posé, prendre le temps des choses, voir tout le monde, et puis regarder ce qui se passe. Voilà. Tristan, peut-être en conclusion, vous avez repris la société maintenant à une autre époque, puisque c'était avant celle qu'on est en train de vivre et qui, nous l'espérons tous, est en train de se terminer depuis plus d'un an maintenant. Quels ont été les piliers de votre succès en tant que dirigeant et notamment dans cette période qui a été, j'imagine, particulière à vivre en tant que repreneur? C'est un équilibre entre plusieurs choses. C'est d'abord faire prendre conscience aux équipes de la situation et des difficultés qu'on va affronter, parce que on a quand même un système qui nous protège pas mal en France. Le gouvernement a mis en place un certain nombre de mesures qui peuvent faire penser à des gens qui ne sont pas à la direction d'entreprise que finalement c'est un peu comme hier. Le salaire arrive tous les mois, il n'y a pas tant de changements que ça, c'est au quotidien, ils ne saisissent pas la différence. Donc il y a une pédagogie là-dessus.
de leur faire comprendre la situation et donc de façon équilibrée d'apporter un peu de stress quand même dans la machine, tout en se montrant très rassurant sur l'avenir et sur la solidité de l'entreprise pour que les gens puissent se projeter. Donc, il y a ce premier aspect de partager la même vision que l'on a de la situation à un instant T. Le deuxième élément pour traverser cette situation, c'est d'être très très rigoureux euh, dans sa gestion managériale et dans sa gestion économique de l'entreprise. Managériale en étant près des équipes, en étant dans l'empathie. Il y a des équipes qui ont été assez peu en Vendée en l'occurrence, mais qui ont été touchées par le Covid. Il y a par contre des parents de collaborateurs qui sont décédés. Il y a eu des tas de situations qui fait que il y a eu des histoires un peu compliquées pendant cette période et ça, faut en avoir conscience et donc faut apporter beaucoup de réassurance sur le sérieux de l'entreprise, sur les règles sanitaires. On respecte les règles sanitaires, on donne des jours si les gens ont besoin d'avoir des jours disponibles parce qu'ils ont des soucis familiaux, parce que les mamans doivent surveiller leurs enfants. Vous n'êtes plus audible si vous commencez à dire à une mère que non, elle se débrouille autrement, mais elle vient travailler. Et vous détruisez le pacte de confiance que vous avez avec vos salariés pour les années à venir. Donc ça, il faut être très attentif avec ça. Et puis, gestion économique de l'entreprise, c'est la bonne occasion de pousser le chiffre d'affaires au maximum, là où il peut être poussé. C'est une maîtrise des coûts partout en rebalayant l'ensemble des dépenses de l'entreprise et de voir qu'est-ce que l'on peut diminuer, renégocier, retravailler. Et puis, c'est de travailler tout ce qui va tout ce qui va être en lien par rapport à la productivité. Et donc, cette situation permet finalement de s'en sortir avec une relativement bonne résilience. Merci infiniment. Je vous remercie, chacun d'entre vous, pour votre participation ce matin à cette émission sur les MBO et MBI. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Merci à vous d'avoir visionné cette émission. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission, toujours sur le sujet des MBO, MBI, quand les managers deviennent repreneurs. Merci beaucoup.